Bienvenue Marwan. Bonjour à tous. Merci. On va attendre quelques minutes que les gens nous rejoignent. Alors, on a eu quelques messages de gens qui nous ont dit qu'ils étaient en voiture. Donc, Aucun problème. n'activez pas C'est votre caméra et ne regardez pas l'écran. Mais ça. nous avec plaisir. Et les oreilles suffiront. Les oreilles suffiront. Si certains qui sont connectés, comme on est pour l'instant pas très nombreux, on devrait être, je pense, une dizaine au final. Euh, N'hésitez pas à activer vos micros si vous le pouvez pour partager qui vous êtes et puis interagir avec Marwan avec plaisir. Si certains, pour des questions de discrétion, préfèrent poser des questions dans le chat, pas de problème. Je me ferai le plaisir de les poser à Marwan au fil de l'eau. Bienvenue à Cédric qui nous rejoint également. Michel arrive également. Bienvenue. Euh, Si certains veulent en profiter pour se présenter, savoir qui est autour de la table, c'est avec plaisir. Hop, bonsoir Steph, merci, je viens de voir votre message dans le chat. Sinon, en attendant que les prochains arrivent, on est ravi de vous accueillir. Donc, Marwan fait partie des rédacteurs du guide qui a été diffusé par les rebondisseurs et ça a été un rédacteur important sur la partie juridique du guide. Et puis après, pour ceux qui ne l'ont pas téléchargé, ce guide a été, pour ainsi dire, traduit en langage entrepreneur, ou en tout cas avec des exemples d'entrepreneurs qui racontaient leur parcours. Donc l'enjeu, c'était de rendre ce guide, puisqu'on sait qu'autour de nous, il y a des entreprises en difficulté et que la volonté de ce guide, c'était de le dire, réagissez avant qu'il ne soit trop tard, et plus vous anticipez le rebond, mieux c'est. Ce que je vous propose, Marwan, ou je te propose, puisque je crois qu'on se tutoie maintenant, euh, c'est peut-être de te présenter, et puis après on parlera un peu plus du guide, et puis si certains veulent réagir, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. D'accord, très bien. Merci beaucoup Olivier. Alors du coup, Marwan Fawzi, moi je suis avocat en ce qu'on appelle un petit peu barbare restructuring au sein du cabinet Franklin. Donc le restructuring, c'est quoi grosso modo? Nous chez Franklin et dans l'équipe, on va accompagner les entreprises qui font face à des difficultés. Comme l'a dit Olivier, tout l'enjeu, nous, c'est d'essayer d'intervenir le plus en amont possible, parce que effectivement, des retours qu'on a de nos différents clients, des séances de travail qu'on a pu mener, que ce soit au sein de l'association ou par ailleurs, c'est que lorsqu'on a la tête dans le guidon, on est dans ces difficultés en tant qu'entrepreneur, on a forcément envie de redresser la barre et ça passe par quoi? Ça passe par l'opérationnel, ça passe par augmenter le chiffre d'affaires, augmenter ses marges, réduire certaines dépenses. Et on n'a pas forcément on va dire la clairvoyance, ce qui est parfaitement normal. On peut pas être à la fois au four et au moulin. Et donc, les aspects un petit peu juridiques vont parfois passer à la trappe. Et c'est assez dommage parce que, du coup, en France, on a quand même la chance d'avoir une boîte à outils très variée et très riche, avec différentes procédures, et notamment des procédures qu'on peut qualifier de procédures amiables, pour justement faire face à ces difficultés. Et plus on les met en œuvre en amont, plus elles sont efficaces forcément. Donc c'était aussi l'intérêt de ce guide et c'est pour ça que les rebondisseurs ont pris attache avec nous. C'était pour vraiment essayer de rendre accessible. On s'est efforcé d'être complet, mais aussi de s'adresser aux entrepreneurs parce que on a différents supports qui existent aujourd'hui, mais qui sont parfois à l'attention des juristes. Donc c'est très bien pour quelqu'un qui a un bagage juridique de comprendre une spécificité qui vont être le traitement des entreprises en difficulté. On s'adresse quand même avant tout aux entrepreneurs et aux entreprises. Donc on a essayé de le rendre accessible à un maximum. Et de le rendre accessible, ça passe aussi justement par des témoignages et des éclairages d'entrepreneurs qui justement soit sont passés par là ou soit gravitent un petit peu autour de l'écosystème. Donc c'est pour ça que
avec Arnaud Pédron qui est associé au sein du cabinet. Pour la partie juridique, on a essayé de rendre ça complet, précis, mais également accessible pour les entrepreneurs. Alors, merci, merci Marwan. L'idée, c'est que ce moment soit le plus interactif possible. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions directement à Marwan. Peut-être, Marwan, je vais mettre pour ceux qui ne l'auraient pas téléchargé d'ailleurs, je vais mettre le lien qui permet de télécharger le guide dans le chat. Mais tu parlais à l'instant de justement ces procédures amiables versus procédures collectives. Quand on en a échangé et puis lors de la journée du rebond ministère, euh, globalement le sentiment c'était que les procédures collectives elles étaient à peu près connues des entrepreneurs. Alors quand je dis connues, leur existence, le détail, comment c'est autre chose, mais que les procédures amiables certains découvraient. Alors c'est quoi ces procédures amiables et c'est quoi leur intérêt, pourquoi est-ce qu'elles sont peu connues et en quoi ça peut aider l'entrepreneur? Ça fait beaucoup de questions en une, hein. Très bien, ouais, je vais essayer de m'efforcer de répondre à toutes, mais n'hésitez pas à me reposer des questions, bien sûr, si jamais j'ai pas pu répondre à toutes. Donc déjà, les procédures amiables, c'est quoi? C'est vrai on a une dualité en droit français entre les procédures dites amiables et les procédures collectives. Les procédures collectives, effectivement, qui sont plus connues, ça va être la sauvegarde et surtout les plus connues, redressement judiciaire et liquidation judiciaire. Ensuite, quand on parle de procédure amiable, on fait référence à la procédure de conciliation, la procédure de mandat ad hoc, également la procédure de médiation dans une moindre mesure. C'est-à-dire que pour moi, tout ce qui est procédure amiable, ça va vraiment intervenir, sauf exception pour la sauvegarde, mais à partir du moment où l'entreprise n'est pas en état de cessation des paiements. Dans notre matière, ça va vraiment être une notion clé, cet état de cessation des paiements. Pour le traduire simplement, car la définition dans le code de commerce, c'est lorsqu'on ne peut pas faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Eh bien, c'est une Alors, belle définition juridique, mais une fois qu'on a voilà, dit passif ça, exigible, ça veut dire quoi? Et actif voilà, disponible, ça veut dire quoi? Pour un entrepreneur, exactement. Exactement, parce que on a une belle définition juridique, mais concrètement, pour un entrepreneur qui dispose de son entreprise, ça veut dire quoi? Donc, lorsqu'on parle d'actifs disponibles, pour vraiment synthétiser, ça va être la trésorerie de l'entreprise. Euh, il faut pas imaginer de pouvoir mettre dans l'actif disponible, par exemple, un bien immobilier ou bien des véhicules, des machines, etc. Là, on est vraiment sur ce qui est disponible tout de suite. Et qu'est-ce qu'il n'y a pas de plus disponible que le cash. Donc, ça va vraiment être la trésorerie. Et ensuite, on va pouvoir également ajouter, par exemple, des facilités de paiement. Donc, si l'entreprise bénéficie d'un découvert autorisé, si à l'inverse, on a une partie du poste client qui fait l'objet d'un contrat d'affacturage, donc tout ce qui va être au niveau du facteur, mais grosso modo, ça reste quand même la trésorerie de l'entreprise. Pourquoi? Parce que c'est vraiment quelque chose qui doit être disponible tout de suite. Si demain on veut pouvoir l'utiliser pour faire un paiement, ça doit être disponible. Ensuite, pour le passif exigible, également, c'est vraiment les dettes qui sont exigibles au jour où on se parle. Donc, au 17 décembre, ce que je dois à mes fournisseurs, à mes banquiers, à l'État, etc. Donc, tout ce qui va être échéance à venir, même si c'est des échéances très importantes, par exemple, on aurait une échéance annuelle de prêt dans 15 jours, c'est pas considéré comme du passif exigible. Donc, à partir du moment où on fait cette balance actif disponible, passif exigible, dès lors qu'on est en état de cessation des paiements, on va pouvoir s'orienter vers le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire. Ce qui va distinguer des deux, c'est soit on a la capacité de pouvoir se redresser, donc par définition le redressement, c'est ce qu'il prévoit en proposant un plan d'apurement de son passif, c'est-à-dire qu'on va rembourser son passif soit en totalité, soit en partie sur une période donnée. Si on sait que quoi qu'il arrive, ce qu'il faut, c'est mettre fin à l'activité et clôturer l'entreprise parce que les dettes sont trop importantes, on va pas pouvoir arriver jusqu'à présenter un plan. Dans ce cas-là, il faut se tourner vers la liquidation judiciaire. alors, Ça, c'est comment? Oui. vous parliez des procédures amiables et juste avant, je suis désolé, je vous coupe un peu. Vous avez parlé de médiation. Vous pensez, parce on a fait plusieurs webinaires avec la médiation des entreprises, il sait qu'il existe la médiation du crédit. À quoi vous pensez exactement et comment ça peut intervenir? J'ai bien compris dans une entreprise qui n'est pas en cessation de paiement.
C'est ça, exactement. Parce que du coup, de l'autre côté, donc dès lors qu'on n'est pas en état de cessation des paiements, on va pouvoir utiliser la sauvegarde, qui reste quand même une procédure collective d'un point de vue en termes de définition. Et on va également pouvoir aller faire la conciliation ou le mandat ad hoc. Précision faite que dans la conciliation, on peut être en état de cessation des paiements jusqu'à 45 jours. À partir du moment où ça dépasse pas 45 jours, on peut solliciter l'ouverture d'une procédure de conciliation. Et pourquoi j'ai intégré la médiation? Parce que c'est vrai que souvent, quand on parle de procédure amiable versus procédure collective, on pense uniquement à la conciliation au mandat ad hoc. Mais nous, on se rend compte dans nos dossiers que parfois, à partir du moment, et je reviendrai plus en détail pour expliquer un petit peu grosso modo le principe de la conciliation et du mandat ad hoc, mais à partir du moment où on a parfois une entreprise qui a une problématique avec un seul de ses partenaires. Donc ça va être par exemple un fournisseur d'énergie, ça va être un client important. Eh bien, dans ce cas-là, l'entreprise va pouvoir euh, solliciter l'ouverture d'une médiation, notamment avec la médiation des entreprises. C'est une procédure qui est totalement gratuite et qui va permettre de négocier sous l'égide donc d'un médiateur bénévole qui est rattaché au ministère de l'économie pour pouvoir justement négocier uniquement avec ce partenaire. Donc nous, ça a vraiment démontré ses preuves, notamment dans le cadre de la crise énergétique à partir de fin 2021, début 2022, où on a pu comme ça trouver des solutions. On a les mêmes avantages qu'en procédure amiable, conciliation mandat ad hoc, à savoir la confidentialité. Et pour répondre à ta question tout à l'heure, Olivier, de pourquoi les procédures amiables sont moins connues, parce que forcément que ça soit pour les dossiers de taille très importante, ça va faire la une des journaux quand on va parler de redressement de liquidation judiciaire. C'est des procédures qui sont publiques, donc avec des jugements publics. Et puis, mine de rien, lorsque les emplois sont en jeu, lorsqu'on on voit la fin d'une marque qu'on peut tous connaître, forcément, ça fait la une des journaux, ça passe à l'actualité et on en entend parler. Pour les dossiers de taille plus raisonnable ou de petite taille, on entend parler de procédure collective parce que en tant qu'entrepreneur, souvent on est toujours confronté, par exemple, à un de ses fournisseurs qui a déposé le bilan, on reçoit un courrier d'un mandataire judiciaire pas toujours très agréable, le courrier à recevoir, qui nous informe qu'on va devoir déclarer notre créance, etc. Donc c'est quelque chose qui est plus connu dans la vie des affaires. On est dans un club d'entrepreneurs où autour de nous, quelqu'un qui aurait déposé le bilan et qui en parle tout naturellement parce que c'est public et du coup, tout le monde est au courant. À l'inverse des procédures amiables, la grande force, ça va être la confidentialité. C'est-à-dire que à partir du moment où vous n'êtes pas invité à participer à cette procédure, vous pouvez pas être mis au courant de cette procédure. Il n'y a pas de jugements qui sont publiés, il n'y a pas d'alerte au BODAC, il n'y a pas de mention sur société.com, Papers, etc. Donc, étant donné que c'est confidentiel, forcément, l'entreprise communique pas dessus, que ça soit au cours de la procédure ou même lorsqu'elle obtient un accord avec ses créanciers. C'est un des grands avantages. Et du coup, forcément, dans la sphère entrepreneuriale, on va dire, on entend beaucoup moins parler de ces procédures. Parfois, on connaît même pas leur existence. Parce que du coup, l'efficacité de la confidentialité pour l'entreprise, malheureusement, d'un point de vue macroéconomique, ça n'a pas forcément des effets positifs. C'est aussi pour ça qu'on fait ce webinaire aujourd'hui, pour essayer d'en parler un maximum. Alors justement, on a une question dans le chat et peut-être qu'elle peut nous servir d'exemple ou de fil rouge. Michel nous dit que faire si moins de 6 mois de trésorerie, si moins de 3 mois, quel plan d'action? Exactement. Alors si on prend cet exemple-là, ce serait quoi les grandes lignes d'un plan d'action si on sait qu'on a 6 mois devant nous? Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à l'entreprise concernée, moins de 6 mois, moins de 3 mois? Est-ce que ça fait une différence? Qu'est-ce qu'on pourrait... Évidemment, c'est compliqué de faire une réponse type, on est d'accord, hein. Bien sûr, non, non, bien sûr, mais bon, la question est très intéressante parce que vous vous doutez bien que quand un entrepreneur pousse la porte du cabinet, bon, certains sont très au courant des différentes procédures, etc. Mais a pas toujours forcément la clé pour se dire bon maître, quelle procédure je dois ouvrir. Donc justement, nous on essaie de faire cet exercice avec notamment les prévisionnels de trésorerie. Donc, si on voit qu'on va avoir une impasse à 3 ou 6 mois, on va également regarder à quoi est due cette impasse. Et du coup, ce qu'on fait souvent, c'est prévisionnel de trésorerie, mais également toute la décomposition de l'endettement de la société.
Est-ce qu'on a uniquement un passif bancaire avec une échéance importante qui va passer et si on trouve des solutions pour la rembourser, on va continuer à avancer? Est-ce qu'au contraire, on est sur une boîte qui est trop endettée versus son activité, une baisse d'activité, etc. Et en fonction de ce duo prévisionnel de trésorerie et synthèse de l'endettement, on va voir si on se dirige plutôt vers une procédure amiable ou plutôt vers une procédure collective. Pourquoi? Parce que là, si on a 6 mois de trésor devant nous, 3 mois de trésor devant nous, on peut faire ouvrir une procédure amiable. Dès l'ouverture de cette procédure, le conciliateur ou le mandataire ad hoc va solliciter une suspension de l'exigibilité de l'ensemble des créances qui vont concerner la période sur laquelle fera l'objet de la demande. Souvent, c'est jusqu'à la prochaine réunion quand on a des dettes qui sont déjà exigibles. Ça peut être pendant la durée de la procédure. Et à ce moment-là, ça permet déjà de faire pause pour pouvoir discuter sereinement. Vous vous doutez bien qu'on négocie moins bien avec ses créanciers si on a le couteau sur la gorge plutôt que si on a obtenu ce qu'on appelle un standstill, donc un sursis de l'éligibilité des créances. Et à ce moment-là, on va pouvoir négocier pour voir comment on réétale cet endettement. Est-ce qu'on a juste besoin en fait de décaler la maturité de l'endettement? Dans ce cas-là, on va plutôt préconiser l'ouverture d'une procédure amiable. Par exemple, mettons que j'ai 6 mois de trésorerie, j'ai 3 mois de trésorerie, mais si en fait mes échéances qui arrivent donc à 3 mois, à 6 mois, il suffit que je mette pause pendant 6 mois, un an, et ensuite l'entreprise va pouvoir redémarrer parce qu'on attend un gros client ou l'ouverture d'un marché ou qu'on est en phase de transition. Par exemple, on doit faire des travaux pour rénover notre site industriel ou bien un endroit qui accueillerait du public. On doit simplement passer une petite période de turbulence. Dans ce cas-là, on va plutôt préconiser l'ouverture d'une procédure amiable. Si par contre on doit vraiment traiter l'endettement en profondeur, c'est-à-dire que même si on met pause pendant 6 mois, un an, voire plus, ça suffit pas que l'entreprise est vraiment trop endettée. Dans ce cas-là, on va plutôt recommander l'ouverture d'une procédure collective pour aller présenter un plan dans lequel on pourra demander aux créanciers d'abandonner une partie de leur dette. Et dans ce cas-là, on ira plutôt vers une procédure collective ou alors de faire pause, mais sur un temps beaucoup plus long, qui peut aller jusqu'à 10 ans. J'espère que ça répond à votre question, mais si jamais, n'hésitez pas à demander des précisions. Alors, merci pour l'éclairage. Si on essaye d'être, j'allais dire, encore plus concret et terre à terre, je suis Oui. dans cette situation, moi, Olivier, mon entreprise a 6 mois de trésorerie. Ok, j'ai compris le principe, mais concrètement, je vais voir qui, hormis Marouane, je vais voir qui et je m'adresse à qui et je fais quoi en fait? Parce que là, on rentre dans du juridique et je suis tout seul avec ma difficulté, dont j'ose peut-être pas parler à mon Ah, banquier, avec mon expert comptable qui me dit ça va pas, ça va pas, ça va pas. Mais voilà, je frappe à quelle porte, je fais quoi, je vais où? bien sûr. Non, mais c'est nous là-dessus, on a la chance d'être dans un écosystème qui est très bienveillant et dont l'État a pris pleinement connaissance des sujets et des enjeux. Donc c'est vrai que c'est pas forcément des interlocuteurs auxquels on va forcément penser, mais il faut pas oublier que les CCI, donc Chambre du commerce et de l'industrie, ou CMA, Chambre des métiers et de l'artisanat, ils ont des interlocuteurs. Parfois, on n'a pas l'impression de taper à la bonne porte, mais ils ont des interlocuteurs qualifié pour vous orienter et vous aider à solliciter l'ouverture des différentes procédures. Vous Lorsque avez vous allez, parlé, enfin, je me souviens parce qu'on l'a rajouté dans le guide à la fin, c'est pour ça, vous nous avez parlé de l'entretien de prévention. Est-ce que c'est un outil qu'on peut solliciter avec le tribunal de commerce ou c'est trop tôt? j'allais y venir justement, mais c'est vrai que en tout cas des différents retours qu'on a pu avoir, que ce soit au sein de l'association ou ailleurs, c'est vrai que lorsqu'on est en difficulté, si on recommande d'aller voir donc le président du tribunal de commerce pour des juridictions à taille humaine ou bien pour les plus grandes juridictions un de ses délégués, je peux comprendre que ça peut faire peur. De se dire si ça va plutôt bien mais que je commence à avoir des difficultés à arriver, il faut que je passe la porte du tribunal. Ça donne envie quand même de refermer l'ordinateur et de couper le webinaire. Parce que, mais effectivement, on a la chance d'avoir du coup les juridictions donc commerciales. Hein. Il faut pas oublier qu'au tribunal de commerce, les juges que vous avez en face de vous et même le président sont des juges consulaires.
C'est-à-dire qu'ils ont été élus par leur pairs au sein de la sphère entrepreneuriale, des experts comptables, etc. Donc c'est vraiment des entrepreneurs qui font ça à titre bénévole. On n'est pas sur des magistrats qui ont fait l'école de magistrature et des années de droit auparavant. Donc là-dessus, il faut vraiment pas hésiter à se tourner vers eux, solliciter un entretien de prévention auprès de la juridiction sur laquelle dont dépend votre siège social. Et du coup, effectivement, c'est des personnes qui vont vous recevoir, qui vont vous conseiller, qui vont pouvoir vous présenter les différentes procédures. Moi, je peux revenir brièvement sur les différents avantages que peuvent avoir ces procédures, mais en tout cas, c'est des acteurs qui sont à votre disposition et que vous pouvez solliciter et qui, en réalité, il faut pas hésiter à solliciter. Je risque quoi à frapper à la porte du président du tribunal de commerce pour un entretien de prévention? Parce que c'est ça la question Hum. sous-jacente. Bien sûr. Non, non, mais c'est une très bonne question et justement, bah, vous ne risquez rien. À l'issue de cet entretien de prévention, vous pourrez avoir des conseils. À la rigueur, le président va vous proposer un nouvel entretien, par exemple à 6 mois ou un an, mais vous n'allez pas ressortir de là et recevoir une assignation pour être en procédure collective, en redressement, en liquidation. Bien au contraire. C'est vraiment un acte de gestion. Ça fait le lien un petit peu avec les procédures amiables. Il faut savoir que la conciliation est demandée ad hoc. Personne ne pourra vous imposer de solliciter l'ouverture de cette procédure. Donc, si vous voulez, ça donne quand même que ça soit vis-à-vis du président du tribunal, parce que comment on sollicite l'ouverture d'une procédure de conciliation demandée ad hoc? C'est une requête qui est adressée uniquement au président du tribunal de commerce. Ensuite, on a un échange, donc ça peut se passer dans le bureau du président ou bien maintenant en visioconférence, et on va faire part de ces difficultés et de solliciter l'ouverture de la procédure. À l'issue de cet entretien, il y a une ordonnance qui est rendue pour ouvrir la procédure, avec la nomination d'un conciliateur ou d'un mandataire ad hoc. Ça va être vraiment un tiers qui va être là pour vous aider à négocier. Et ensuite, vous allez choisir les différents créanciers que vous voulez faire venir autour de la table pour amener à la fin de ce processus-là la conclusion d'un accord qu'on va appeler protocole de conciliation, protocole de mandat ad hoc. C'est un petit peu plus rare comme appellation, mais c'est l'idée. Et donc, en fait, vraiment, s'il faut retenir une chose de c'est quoi la conciliation, c'est quoi le mandat ad hoc, c'est je réunis autour de la table les créanciers que j'ai choisis, je garde ça dans une procédure confidentielle, avec un tiers qui est le mandataire ad hoc conciliateur que j'ai choisi. C'est-à-dire que nous, souvent, on fait rencontrer deux, trois professionnels, voilà, pour garantir la pluralité, bien sûr. Mais c'est vraiment quelqu'un que j'ai choisi en tant qu'entrepreneur. Je reste à la tête de mon entreprise, c'est-à-dire j'ai les rênes. C'est pas parce qu'il y a un conciliateur, un mandataire ad hoc que pour co-signer des paiements, etc. J'ai vraiment une liberté totale dans ma gestion. Et je vais réunir autour de la table les personnes avec lesquelles j'ai envie de négocier. Nous, dans nos dossiers, c'est souvent les banques, ça peut être également le bailleur, ça peut être les créanciers publics, donc URSSAF, TVA et tous les créanciers publics qu'on peut imaginer. Ça peut être un fournisseur d'énergie, ça peut être un fournisseur stratégique important, par exemple quand on a un fournisseur unique ou quelques fournisseurs. Mais l'idée c'est justement de pas vouloir alerter parfois ses fournisseurs, parce que justement il n'y a pas pire que de dire à ses fournisseurs je suis en difficulté, parce que si vous avez des facilités de paiement assez classiques à 45 jours, on va peut-être vous dire non finalement je vais être payé au cul du camion. Donnez-moi l'expression, mais c'est le cas. Donc justement, on va pouvoir ne pas informer ses fournisseurs, ne pas informer ses clients. Une fois qu'on a négocié avec tout ce petit monde-là, donc dans des réunions qui sont souvent bilatérales, c'est-à-dire par typologie de créancier, par exemple, on va faire une réunion avec ses banques, ensuite une réunion avec les bailleurs. On synthétise tout ça dans un protocole que toutes les parties signent, car un des principes essentiels de la conciliation du mandat ad hoc, c'est que les personnes qui sont parties sont volontaires et on ne peut pas imposer des abandons, par exemple, ou des échéanciers. Mais on a vraiment des personnes qui jouent le jeu. Il faut savoir qu'au sein des banques, on a des cellules dédiées qui s'appellent les affaires spéciales, donc c'est-à-dire qu'ils ne traitent que ces dossiers-là. Et c'est pas, ils font pas ça à mi-temps, hein, c'est vraiment un job à temps plein de traiter uniquement en procédure de conciliation et de mandat ad hoc. C'est-à-dire que même quand ça bascule en redressement judiciaire, liquidation, c'est d'autres personnes au sein de la banque qui vont gérer ça. Donc on sort un petit peu de son chargé d'affaires avec qui parfois on a essayé d'aborder le sujet
et on a bien compris que il n'y avait pas forcément de solution concrète à porter. Là, justement, vous allez avoir des personnes qualifiées et qui jouent le jeu, honnêtement, qui jouent le jeu. Même si on se frite parfois avec dans les dossiers, c'est des personnes qui jouent le jeu. Je comprends bien, Et Marwan, juste pour faire ouais. le parallèle avec une procédure collective qui pourrait être un redressement. En redressement par rapport à une procédure de conciliation, j'ai pas le choix du professionnel mandataire. C'est ça, hein, c'est bien ça. Complètement. Et le deuxième élément, c'est que mes fournisseurs ont le risque de voir des choses unilatéralement si on va à la liquidation abandonnée, alors qu'en conciliation, ils ont une opportunité d'en récupérer. Et je Complètement. présente les choses de manière sans doute un peu triviale, mais Non, non, bien sûr. est-ce que d'opposer les deux comme ça, c'est juste? C'est non, c'est juste sous la précision qu'on arrive à faire de très bonnes choses en procédure collective aussi. Hein. Il s'agit pas du tout de dire une fois que vous êtes en procédure collective, c'est trop tard. Comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment pour traiter des fois des problématiques qui sont différentes dans un timing qui va être différent. Mais effectivement, dans une procédure collective, par définition, donc voilà, c'est dit dans le terme, un collectif, c'est-à-dire que tous vos créanciers vont être concernés. Donc, Et à si je partir reviens sur la question de Michel, qui nous dit j'ai oui. 6 mois de trésorerie, Mm. la procédure amiable à conciliation pourrait permettre de, en effet, mettre un étalement de dette sur un certain temps avec des fournisseurs qui sont volontaires et qui n'ont pas forcément envie de prendre le risque d'aller à la procédure collective au risque d'aller sur une liquidation. Est-ce que ça, c'est juste comme analyse ou c'est une vue de l'esprit? C'est juste, après, pour être parfaitement honnête, les fournisseurs, c'est pas forcément les personnes qu'on va mettre Bon, dans la procédure de conciliation parce qu'on a besoin de ces fournisseurs et si on commence à les inquiéter, ça va peut-être ne faire que accentuer nos difficultés. Mais effectivement, ça arrive parfois. Nous, on l'avait fait pour un de nos clients récemment. Il avait un fournisseur qui fabriquait le produit qu'il vendait. Et donc, on a ouvert une conciliation uniquement pour négocier avec ce fournisseur. C'est-à-dire qu'avec les banquiers, il n'y avait pas de problématique, le bailleur, etc. Les créanciers dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'était vraiment avec le fournisseur. Donc, justement, on a ouvert une procédure avec ce fournisseur et on a réussi à trouver un accord, justement, car, bon, c'est pas vraiment une menace, mais nous, en tant que conseil, au début, donc la procédure de mandat ad hoc a pas de durée maximale, c'est-à-dire qu'on peut l'ouvrir par exemple pour une durée, souvent c'est plutôt 3 4 mois, et après on peut la renouveler si le président l'accepte autant de fois que l'on souhaite. La conciliation s'est enfermée dans un délai maximum de 5 mois. C'est un avantage pour les entreprises parce qu'on va négocier rapidement. Ça plaît à personne en tant qu'entrepreneur de devoir faire une visio par semaine, de devoir, enfin voilà, ça reste quand même en interne quelque chose qui est chronophage, on va pas se mentir, hein, pour l'entreprise. C'est pour ça que nous, en tant que conseil, on est là pour alléger ça, mais il y a quand même des problématiques, donc on a envie de sortir vite de cette procédure-là. Mais du coup, dans ce temps restreint, on commence à négocier au début, bon bah, voilà, cordialement, gentiment, mais tout en donnant la réalité de la situation de l'entreprise. Et parfois, effectivement, lorsqu'on peut avoir certains créanciers récalcitrants, on peut leur expliquer, et c'est vraiment pas une menace, mais c'est simplement leur expliquer que si malheureusement ils acceptent pas soit de décaler une partie de la maturité de leur endettement, ou soit même parfois, quand c'est le cas, d'abandonner tout simplement une partie de leur dette, malheureusement, on va aller sur une procédure collective, et là, le traitement leur sera totalement imposé. bon. Donc, comme en médiation dans d'autres matières du droit, où on se dit c'est quand même mieux d'avoir un accord qui est signé par toutes les parties qu'on va appliquer dans le temps parce que c'est accepté par les parties, plutôt que d'aller du coup au contentieux, là où il y aura un jugement et une décision de justice qui va être imposée aux parties et qui parfois ne va satisfaire aucune des deux parties. Donc, comme on dit, il vaut mieux un mauvais accord qu'un bon procès. Bah, c'est un petit peu l'idée de la conciliation, c'est de se dire bon bah, je préfère vous payer tout de suite. Au moins, vous êtes sûr d'avoir, enfin, je dis n'importe quoi, hein, 40% de votre créance tout de suite, plutôt que de l'avoir selon l'échéancier. Là, il vous restait 2 ans d'échéancier que je vous paye 100% et que peut-être au bout de 6 mois, je vous explique que c'est pas possible. Donc, j'ai ouvert une procédure collective et vous vous retrouvez avec zéro. Donc effectivement, oui, c'est juste ce que tu dis, Olivier, sur le fait de se dire, bah, vaut mieux accepter quelque chose que j'estime pas très satisfaisant plutôt que rien du tout. Parce que justement, ces fournisseurs, dans toute la pyramide de la procédure collective, c'est souvent ce qu'on appelle les créanciers chirographaires, donc c'est-à-dire qu'ils bénéficient d'aucune garantie, ils n'ont pas d'hypothèque, ils vont pas avoir de cautionnement,
Et la loi, en fait, au-delà de ça, la loi vraiment prévoit un ordre des paiements et ils se retrouvent en bout de course et donc souvent ils perçoivent aucun paiement en fait. Et ça, je pense que les entrepreneurs ont dû le connaître, même s'ils n'ont pas connu de procédure collective, mais dans la partie créancier, de se voir payer de aucune partie de sa créance. Alors, il y a Pierre qui nous a posé une question il y a quelque temps et tu reparlais de médiation à l'instant. Pierre nous dit comment identifier le bon moment pour demander une médiation? Quelles sont les obligations de l'entreprise? Alors, une des conditions pour solliciter l'ouverture d'une médiation au sein de la médiation des entreprises, c'est de ne pas être en état de cessation des paiements. Car comme je le disais tout à l'heure, l'état de cessation des paiements, il faut ouvrir, donc soit on est dans des 45 jours, on peut ouvrir une conciliation, ou soit sinon, ça sera redressement judiciaire, liquidation judiciaire. Au niveau des obligations de l'entreprise, justement, à partir du, pourquoi ce délai de 45 jours? Parce que dès lors qu'on est en état de cessation des paiements, on a l'obligation légale de ce qu'on appelle déclarer sa cessation de paiement dans un délai de 45 jours. Et déclarer sa cessation de paiement, ça veut dire quoi? Ça veut dire solliciter l'ouverture d'une procédure soit de redressement, soit de liquidation judiciaire. Donc, la seule obligation qu'il faudrait retenir, c'est celle-ci. Vous êtes en état de cessation des paiements, vous avez dépassé 45 jours, vous êtes, on va dire, en infraction vis-à-vis de votre obligation légale. En tout cas, vous avez une obligation légale de le déclarer sous 45 jours. Là-dessus, je préfère être, on va dire, rassurant. Ça nous arrive dans des dossiers qu'on dépasse cette date. Parce que, enfin, vous savez ça bien mieux que moi en tant qu'entrepreneur. Parfois, on peut osciller comme ça un petit peu entre, on est en état de cessation des paiements quelques jours, puis on remonte, puis on redescend. Puis finalement, on se dit qu'on va remonter et ce moment n'arrive pas forcément. Donc, on sait le traiter également. Et on a parfois des entrepreneurs. Il vaut mieux, si vous voulez déclarer sa cessation des paiements au bout de 2, 3 mois, 6 mois, en étant hors délai, plutôt que de se voir assigné en redressement en liquidation judiciaire, où là, ça sera venu de l'un de vos créanciers et pas de vous, donc ça envoie pas forcément un bon signal. Donc l'obligation, c'est ça. Ensuite, quand est-ce que c'est le bon moment? Si vous voulez, en tout cas pour l'ouverture d'une médiation, il n'y a pas vraiment de mauvais moment. Si vous estimez que c'est nécessaire, parce que ça, c'est aussi un des critères que regardent forcément les créanciers à qui vous allez demander des efforts, c'est souvent, est-ce que c'est, démontrez-nous que c'est vraiment nécessaire. Et donc ça, on le fait à l'appui de son expert comptable qui va prévoir un prévisionnel. Bon, bah, si on prévoit un plan de paiement, ça passe pas. Enfin, si on respecte le plan de paiement qui est prévu actuellement, ça passe pas. Donc, il va falloir démontrer que c'est nécessaire, donc ouvrir ces procédures-là quand c'est nécessaire. Et ça, c'est aussi un petit peu nous notre rôle. Bien sûr, on n'est pas des financiers, mais de co-construire avec l'entreprise, enfin que l'entreprise construise seule son prévisionnel de trésorerie, mais que du coup on en discute lors de réunions de travail pour voir justement si c'est le bon moment ou pas. Ensuite, la médiation, ça reste une procédure gratuite. Donc si vous voulez même et là je prêche pas forcément pour ma paroisse hein, même si vous décidez de le faire sans être accompagné d'un conseil, moi, je peux que vous le recommander forcément car nous bah voilà c'est bien d'avoir un tiers extérieur à tout ça qui connaît les différentes procédures, les différents leviers et puis nous on interagit très bien même parfois avec des partenaires qui sont pas accompagnés de conseils. Mais si vous faites le choix de ne pas vouloir être accompagné de conseils, vous n'avez pas forcément la possibilité, parce que voilà, tout accompagnement a un coût. Et il faut pas le négliger, ça reste une procédure gratuite dont vous pouvez solliciter l'ouverture. Et j'ai envie de dire, dans le pire des cas, ça soldera par un échec. Mais si vous voulez, la vie de l'entreprise continue et vous n'aurez pas votre score qui va diminuer auprès d'une agence de notation, Banque de France, etc. Il n'y aura pas de conséquences derrière où le médiateur devra faire un signalement auprès du tribunal. C'est vraiment une procédure confidentielle. Vous et la partie que vous décidez de faire participer à cette médiation sera sous couvert d'un engagement de confidentialité. Donc là-dessus, j'ai envie de dire le bon moment. En tout cas, il n'y a pas de mauvais moment. Et alors, j'avais une question encore plus précise de Pierre, et puis après, je viendrai avec une question pointue du Gaulin, mais juste sur la médiation. Pierre qui nous relance en disant, mais lors d'une médiation, alors je ne sais pas s'il parle de la même médiation, est-ce qu'on peut renégocier les dettes bancaires? Je ne sais pas s'il parle de la conciliation, du mandat ou de la médiation en elle-même, mais est-ce que dans toutes ces procédures, on peut renégocier les dettes bancaires ou pas? Alors, donc, pour ce qui concerne les dettes bancaires et notamment les PGE,
On a la médiation du crédit qui effectivement, elle, a plutôt vocation à renégocier. Enfin, c'est même pas plutôt vocation à renégocier du coup donc ses dettes bancaires. Et dans le cadre des procédures de conciliation ou de mandat ad hoc, vous pouvez parfaitement, oui, renégocier vos dettes bancaires. Et je vous dis, c'est peut-être un dossier sur deux pour être assez honnête. En tout cas, nous au sein de notre activité, ça va être les principaux créanciers auprès desquels on va négocier. Et pour la restructure, ce qu'on appelle la restructuration du prêt garanti par l'État, vous avez un seuil maximal. Mais qui donne compétence du coup à la médiation du crédit pour les PGE qui sont inférieurs. Il me semble que c'est 50 000 euros, mais je préfère quand même. Enfin, je revérifierai si c'est le cas et on vous fera passer une correspondance là-dessus si vous souhaitez. Et alors, du coup, j'ai une question pointue, donc je vais vous la lire. Dans le cadre d'un redressement judiciaire, est-il possible d'organiser un prêt d'action du dirigeant pour permettre un financement de nouveaux partenaires en CCA? J'imagine que c'est compte courant d'associés bloqués. Nous avons du mal à obtenir une réponse claire sur ce mécanisme. Faut-il un accord du juge? La cessation d'action semble très lourde à mettre en œuvre. Autre piste, la cession d'action par un autre actionnaire minoritaire avec ouverture d'un compte courant d'associés également bloqué. Oui. Bon, bonjour Hugoline. Oui, il me semble on avait échangé par le passé. Euh, alors, je relis simplement votre question. Qui peut organiser un prêt d'action du dirigeant peut être un financement de nouveaux partenaires. En compte courant d'associés bloqué. Nous avons dû obtenir parce qu'à ce mécanisme, si l'accord du juge, la cession d'action semble très à mettre en œuvre. Je peux Bah, préciser si enfin, besoin. comment? Oui, oui, je pense que le mieux à la rigueur, c'est que je vous rappelle juste au terme de la visioconférence, parce que enfin, moi, je vais avoir d'autres questions du coup, et ça risque de se transformer en un petit peu en consultation. Donc, Ok, comme on est là pour essayer de parler à tout le monde, je d'accord. voudrais pas, mais j'ai bien votre question et je vous rappelle sans faute à l'issue du séminaire, du Merci. webinaire, pardon. Je vous en prie. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou d'autres remarques, hein. Il nous reste une vingtaine de minutes sur le temps qu'on avait choisi de consacrer à ce webinaire. Et l'idée, c'est qu'on puisse répondre à des questions ou prendre des exemples. Euh, je crois que certains avaient envoyé des questions à Anne, qui devait se charger de les retransmettre parce qu'il ne pouvait pas être présent, il me semble. Je vais laisser Anne réagir si besoin. Euh, mais une un des sujets, et c'était l'une des questions qui était ressortie sur les tables rondes au moment de la journée du rebond. C'est quoi le bon moment pour agir? Parce que on a bien compris la distinction cessation de paiement. Enfin, l'explication Hum, est somme toute assez claire. Ok, une fois que je suis en cessation, enfin, je veux dire, les opportunités, on sait vers quoi je vais me diriger. Mais à partir de quand je lève le doigt et je dis oh là là, il faut que je fasse quelque chose. C'est quoi? C'est est-ce qu'il y a un ou des indicateurs qui doivent nous faire dire là j'ai plus le choix? Avec c'était résumé comme ça entre euh, l'obstination peut parfois faire que c'est plus difficile de redresser après quoi. Donc c'est hum. comment on peut trouver le juste moment pour agir quand on est entrepreneur? Ouais. Alors, effectivement, on est face à un petit peu un paradoxe et on en avait discuté pendant la journée et même ailleurs. C'est-à-dire que lorsqu'on monte une entreprise, encore une fois, moi je le dis, je me fais que l'écho, si vous voulez, des différents témoignages que qu'on a pu recueillir au sein de l'équipe. Et si vous voulez, quand on met toute son âme dans un projet, que voilà, on compte pas ses heures, on a créé son entreprise ou alors on a repris une entreprise depuis un certain nombre d'années, au moment où ça va mal, bah, on peut se dire bon bah finalement on va repartir, ça va aller, on va tous se serrer les coudes, on va faire les bons choix qu'il faut. Et parfois c'est même arrivé par le passé des petites périodes, des petites périodes dures comme ça avec des creux où on se dit bon bah finalement on a su redresser la barre, donc pourquoi pas cette fois et ça va le faire entre guillemets. Mais ce qui peut être pas mal justement pour essayer de pas non plus tomber dans un déni total et du coup se mettre en infraction avec la loi, c'est d'essayer de justement en amont, lorsqu'on a vraiment
toute sa lucidité et toute sa bande passante pour faire les bons choix, c'est d'essayer de mettre en place, que ça soit en interne ou même juste lorsqu'on n'est pas non plus structuré avec des équipes financières, etc., certains indicateurs à surveiller. Par exemple, tout à l'heure, Pierre disait, bon bah si je suis en impasse de trésorerie dans 3 à 6 mois. Ça paraît rien comme ça, mais tous les entrepreneurs ne font pas forcément le travail d'avoir un prévisionnel ou au moins en tête ce que je décaisse et ce que j'encaisse. Qu'est-ce qui va me rester dans 3 mois sur mon compte? Bon, voilà, après, ça reste des prévisions, mais au moins mettre en place ce prévisionnel de trésorerie, voilà, hein, c'est pour en revenir aux basiques, aux fondamentaux, c'est vraiment une gestion d'épicier, c'est-à-dire j'encaisse, je décaisse, et avoir vraiment une vision sur sa trésorerie. Parce que dans le cadre de toutes nos entreprises, vraiment s'il y a un indicateur clé à surveiller, c'est la trésorerie. Parce qu'on peut parfaitement se retrouver dans une situation où on a un résultat net positif, mais qu'en trésorerie ça va pas, ou à l'inverse, qu'on va accumuler des pertes un an ou deux, mais que finalement en trésorerie on a une situation assez confortable. Donc s'il y a un indicateur à surveiller, c'est la trésorerie. Ensuite, enfin, il y a un deuxième indicateur à surveiller. Parfois, on va être très bon pour payer ses dettes en temps et en heure. Donc, on se dit qu'en termes de paiement, du coup, ça fonctionne. Mais pour les encaissements, là, il va y avoir des difficultés. On peut se retrouver parfois, voilà, la conjoncture actuelle fait que, bon, bah, toutes les entreprises traversent plus ou moins des difficultés. Donc, on va pouvoir parfois se retrouver avec des délais de paiement qui vont être allongés. Donc ces clients qui vont payer de plus en plus tard, ça aussi c'est un indicateur à surveiller. Il y a des, il y a des, il y a des mécanismes qui existent et des prestataires pour pouvoir relancer en temps et en heure et potentiellement passer en phase de recouvrement et pas trop compter sur justement les relations commerciales, se dire bon bah ça c'est un, c'est un client. Je vais faire une minute d'autopromotion, Marwan. On a eu un webinaire le 10 décembre au sujet justement de gérer son poste client et la trésorerie. Le replay est pas encore dispo, mais il sera bientôt sur l'espace adhérent avec Finance Conseil qui a abordé tous ces sujets-là et les différents, et j'allais dire les nouveaux mécanismes en plus qui en sont en train de se sortir autour de la facturage. Voilà, c'était juste pour la minute d'autopromotion, mais c'est un sujet qu'on a abordé et en effet ils expliquaient l'importance parfois de confier un tiers extérieur pour pas mettre en jeu la relation commerciale ou en tout cas de s'assurer un recouvrement et qu'il valait mieux, voilà. Non, mais complètement. Donc ça va être aussi un des signaux qu'il va falloir surveiller. Pareil, si on est vraiment dans une entreprise où bon, ça fait des dizaines d'années parfois que voilà, ça fonctionne. Est-ce que en termes de part de marché, est-ce que on voit pas une concurrence, qu'elle soit étrangère ou nationale, qu'on voit pas une décroissance du marché sur lequel on évolue. Enfin voilà, ça c'est aussi des signes un peu macro à surveiller également. Mais s'il y a vraiment, pour moi, en tout cas à mon sens, un indicateur à surveiller, c'est la trésorerie. Essayer de mettre en place en interne un suivi, un reporting de la trésorerie, parce que même parfois dans des grands groupes et dans des grandes entreprises, on voit qu'à un moment donné, on s'est retrouvé en état de cessation des paiements de manière assez brutale, parce que justement, on n'avait pas pu anticiper ce prévisionnel de trésorerie. Merci. On a une question de Steph. Alors, je ne sais pas qui est Steph, mais qui nous dit quels sont les effets d'une procédure de sauvegarde sur les contrats en cours de l'entreprise et quel impact sur la réputation de ma société. Alors, donc pour l'ouverture de la procédure de sauvegarde, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un petit peu le paradoxe, oui et non, mais c'est-à-dire que dans la famille des procédures amiables en conciliation, on a la possibilité d'être en état de cessation des paiements depuis moins de 45 jours, et à l'inverse, en sauvegarde, on ne peut pas être en état de cessation des paiements, alors que la sauvegarde est une procédure collective. Donc, quel est l'impact sur la réputation de ma société? Effectivement, étant donné que c'est une procédure collective, il y a un jugement qui va être rendu et du coup, cette procédure va être publique. Après, logiquement, les différents partenaires, on va dire, qui vont être concernés, qui vont se mettre des alertes sur votre entreprise pour savoir si elle fait l'objet d'une procédure collective ou pas, ils sont quand même assez instruits sur le sujet et ils savent que si vous êtes en sauvegarde, c'est que déjà vous n'êtes pas en état de cessation des paiements. C'est-à-dire qu'il y a un tribunal qui s'est réuni et qui a rendu un jugement.
pour ouvrir cette procédure et qu'il ne l'aurait pas fait si vous étiez en état de cessation des paiements. Donc, ça reste quand même plutôt une image responsable du chef d'entreprise, car également cette procédure, c'est uniquement le dirigeant qui peut solliciter l'ouverture de cette procédure. Donc ça reste quand même enfin un impact sur la réputation de la société qui reste je dirais pas moindre, mais si vous voulez, ça démontre quand même, et en tout cas, vous pouvez vous tourner ça de manière responsable, ce qui est une réalité, d'avoir sollicité l'ouverture de cette procédure. Et ensuite, sur les effets sur les contrats en cours de l'entreprise, donc vous allez avoir un administrateur judiciaire qui va être désigné. Notamment en sauvegarde, vous avez possibilité de proposer un nom au tribunal qui est souvent retenu, étant donné que vous n'êtes pas en état de cessation des paiements. Donc le nom d'une étude d'administrateur judiciaire qui va être désigné et qui va avoir une mission, soit ce qu'on appelle de surveillance, soit d'assistance. Donc à ce moment-là, on a un monopole sur l'administrateur judiciaire sur la poursuite des contrats en cours. C'est-à-dire qu'avec l'administrateur judiciaire, vous allez faire un petit peu l'inventaire de vos différents contrats en cours. Donc, un contrat en cours, c'est quoi? C'est un contrat qui a commencé avant l'ouverture du redressement et qui va continuer de produire des effets après après le jugement d'ouverture. Et avec l'administrateur judiciaire, vous allez décider des contrats que vous allez poursuivre, c'est-à-dire que vous pouvez imposer la poursuite du contrat. L'administrateur judiciaire peut imposer la poursuite du contrat au co-contractant. Oublier toutes les clauses qui sont prévues dans les contrats qui prévoient que en cas de procédure collective, sauvegarde, redressement, liquidation judiciaire, il y a une résiliation de plein droit du contrat. Ces clauses sont réputées non écrites, mais pourtant vous les voyez dans des contrats même d'institutionnels. Vous pouvez les retrouver dans des contrats de banque, vous pouvez, enfin, dans des contrats de prêt avec vos banques, vous pouvez les retrouver dans des contrats assez structurants, mais ces clauses sont réputées non écrites. C'est vraiment l'administrateur judiciaire qui a le pouvoir de soit poursuivre un contrat, soit à l'inverse de le résilier. C'est-à-dire que, imaginons qu'un contrat, c'est un petit peu un caillou dans la chaussure pour une entreprise, il va y avoir la possibilité de résilier ce contrat. Donc c'est également l'administrateur judiciaire qui pourra résilier le contrat. Ça reste les règles de base, on va dire, à l'ouverture de la procédure. Et ensuite, pendant la durée de ce qu'on appelle la période d'observation, qui va durer 6 mois, donc c'est-à-dire la période où en fait vous êtes en procédure collective et comme son nom l'indique, on va un petit peu regarder comment vit l'entreprise, c'est quoi son passif dans le cadre où on serait par exemple en redressement judiciaire et pour pouvoir construire un plan de continuation. Et pendant ce moment-là, vous allez quand même devoir respecter, on va dire, les règles du jeu. Dire même si vous avez des dettes antérieures sur certains contrats, à partir du moment où vous ouvrez la procédure collective, il faut payer les dettes qui seront postérieures à l'ouverture de cette procédure. Sinon, le co-contractant peut mettre en demeure l'administrateur judiciaire. On a aussi des spécificités par rapport au contrat de bail, mais là, on va vraiment rentrer plus dans de la technique, donc je préfère quand même que vous gardiez les grands principes. Et si besoin de creuser sur des problématiques, n'hésitez pas, on est là pour ça. J'ai une question sur la procédure de sauvegarde. Finalement, la procédure de sauvegarde, on est entre la procédure collective et la procédure amiable, si j'ai bien compris, parce que c'est l'entreprise qui d'elle-même sollicite le tribunal pour la sauvegarde. La procédure est quand même publique. La procédure est publique. D'accord. Oui, oui, la procédure est publique. C'est pour ça qu'elle est rangée dans la classe des procédures collectives. Là, c'est pas le président du tribunal qui rend ce qu'on appelle une ordonnance. Donc, pour ouvrir la procédure, on a vraiment un jugement, donc avec le tribunal en formation collégiale. Mais comment, il faut pas être en état de cessation des paiements. Donc, c'est là où, si vous voulez, la frontière entre l'amiable et la procédure collective, alors qu'à l'inverse, on pourrait être en conciliation en étant en état de cessation des paiements depuis moins de 45 jours. Donc, vous voyez un petit peu, c'est pas une frontière totalement étanche. D'accord. Merci. Il nous reste une dizaine de minutes s'il y a encore des questions ou des points, Marwan, que vous voudriez aborder plus spécifiquement en vous disant ça c'est important, on n'en a pas parlé. Hum, bien sûr. Je vous laisse potentiellement poser des questions, mais moi, sinon, je peux reprendre la main, je pourrais en parler un petit moment. Donc,
dites-moi si jamais vous avez des questions, ou peut-être même si certaines personnes veulent faire un retour d'expérience, parce que nous, voilà, on essaye un maximum, si vous voulez, de préconiser l'amiable, parce que on voit que les procédures amiables sont efficaces. On a des pourcentages de réussite, donc c'est-à-dire que ça conclut, la procédure est conclue par un accord qui sont vraiment très satisfaisants. Il faut savoir qu'il y a eu l'année dernière 7822 procédures amiables qui ont été ouvertes. Donc ça reste quand même un outil qui est poussé par le législateur, dont les entrepreneurs, au fur et à mesure des années, voilà, prennent ces outils en main car ils sont efficaces. Donc bon, nous on essaye de forcément faire la promotion entre guillemets parce que on sait qu'on a des résultats qui sont parfois plus satisfaisants et moins dégradants pour l'image de l'entreprise que la pression collective. Mais après, il y a rien de mieux, si vous voulez, que les entrepreneurs, les témoignages des entrepreneurs, des gens qui sont passés par là. Et on essaye, en tout cas, c'est plus simple d'en trouver pour les procédures collectives. Alors, comme c'est des procédures collectives, bon bah voilà, personne en parle facilement. C'est vrai que pour les procédures amiables, il y a cette confidentialité. Tout le monde n'a pas forcément envie de. On reste quand même en France où le sujet de la défaillance peut encore être un petit peu tabou. Les rebondisseurs sont là pour essayer de faire changer ça, bien sûr, mais euh, on a moins de témoignages là-dessus. Donc, si jamais il y a des personnes qui veulent évoquer le sujet ou qui ont été Alors, confrontées à ça, je sais pas si elle est en posture de pouvoir activer son micro ou pas, mais je pense à Pascal, qui est animatrice du Club Rebond en Nouvelle-Aquitaine et qui a la particularité d'être entrepreneur et également juge au tribunal de commerce. très Euh, intéressant. je sais pas si Pascal, tu peux et tu veux, parce que les deux sont possibles, participer, partager ton regard, mais je sais pas si tu es en capacité d'activer ton micro ou pas. A priori, non. Donc voilà, mais on a ce regard-là et Pascal l'a partagé récemment dans un club rebond. Et pour revenir un petit peu sur ce qu'on disait, et puis ça me permet de rebondir, elle expliquait qu'en fait, passer par l'entretien de prévention auprès du président du tribunal était souvent quelque chose qui était, quand on arrivait à la procédure collective, parce que parfois on y arrive quand même, Bien sûr. était Mais c'est plutôt quelque chose pas de positif et un regard différent sur la procédure collective quand l'entrepreneur avait alerté auparavant sur le dossier et que ça donnait un regard différent. Alors je ne sais pas si vous partagez cette vision, Marwan. Je partage totalement et c'est là, si vous voulez, on a aussi des dossiers, on a ouvert des procédures amiables, on a parfois même obtenu voilà un accord au terme de cette procédure-là, mais parfois quelques mois, un an après, bah ça suffit pas. Ou alors si on arrive sur voilà une situation qui est un petit peu impondérable, et ben il faut toujours mieux solliciter l'ouverture d'une procédure collective en ayant sollicité l'ouverture d'une procédure amiable en amont plutôt que de laisser couler les choses et d'arriver en procédure collective, parce que ça va avoir l'effet de subir totalement la procédure collective. Et il faut savoir que l'ouverture d'une procédure collective, nous, enfin voilà, on, on préconise toujours de solliciter l'ouverture pour justement pas subir cette procédure, mais il faut quand même se parler franchement. Si on a des personnes qui nous écoutent, qui ont connu une procédure collective en tant qu'entreprise, en tant que débiteur, il faut savoir que c'est quand même tout un nouveau jargon dont on nous parle. On a un administrateur judiciaire, on a un mandataire judiciaire, on ne sait pas vraiment qui fait quoi. Eh On ben nous demande justement, c'est une bonne question, ça. C'est quoi la différence entre les deux? très bien donc le mandataire judiciaire, ça va être le professionnel qui va être chargé de représenter l'intérêt des créanciers. Donc, c'est-à-dire que c'est lui qui va recueillir toutes les déclarations de créances que vont effectuer les créanciers et sera en charge, on va dire, du passif va traiter les différentes contestations qui vont pouvoir subvenir à ce sujet-là. Et lui, il représente l'intérêt donc des créanciers. L'administrateur judiciaire, ça va plutôt être quelqu'un qui va être en fonction de la mission qui va lui être donnée. Donc, vous le disiez, sauvegarde, assistance, représentation la personne qui va être là pour, on va dire, soit co-administrer l'entreprise. C'est la personne en mission d'assistance qui va valider les paiements. C'est également elle qui va être en charge de voilà décider est-ce qu'on continue ce contrat, est-ce qu'on va le résilier. Et Quand on l'administrateur dit judiciaire assistance, c'est un peu plus qu'assistance quand même.
Oui. C'est un peu plus qu'assistance finalement. Ça devient un peu le patron de la boîte. Le patron, non, parce que là, on serait vraiment sur une mission de représentation. D'accord? Ça reste plutôt le partenaire, on va dire, de l'entreprise. Après voilà, il faut pas non plus oublier que ça reste quand même un professionnel qui a été désigné par un tribunal. Donc c'est-à-dire que si vous voulez, oui effectivement, le l'entrepreneur ne va pas pouvoir dire à l'administrateur judiciaire bon bah tu fais ci ou tu fais ça. Mais c'est des professionnels avec qui on échange et avec qui on collabore dans les dossiers de manière très régulière enfin sans eux on pourrait pas du tout sortir les dossiers qu'on sort. Enfin, nous, on les voit quand même plutôt comme un allié dans le cadre des procédures, plutôt que comme un tiers comme ça qui serait désigné par le tribunal pour on va dire un petit peu embêter l'entreprise. Et il faut savoir que les mandataires judiciaires qui sont présents dans tous les dossiers, à l'inverse, l'administrateur judiciaire, sa désignation elle va être facultative. Donc, dans les dossiers où on va avoir 20 salariés et 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, en dessous de ces seuils-là, la désignation de l'administrateur judiciaire n'est pas obligatoire, donc ça reste quand même l'entrepreneur mettre à bord, on va dire, de l'entreprise avec certaines fonctions de l'administrateur judiciaire qui vont être déportées sur le mandataire, mais pas toutes. Enfin voilà, on se retrouve avec des personnes, si vous voulez, on va devoir communiquer beaucoup pour revenir sur le point tout à l'heure. On va devoir communiquer énormément de documents avant pour ouvrir la procédure dans le cadre de la déclaration de cessation des paiements. Ensuite, on a un mandataire judiciaire qu'on rencontre assez rapidement qui, pareil, va nous demander des éléments. Comme je vous disais, il faut faire quand même co-signer les paiements. Donc, enfin voilà, ça demande toute une mécanique interne qui, si on l'a subit, peut être assez déroutante pour un entrepreneur. Et en fait, on subit purement et simplement la procédure. Et souvent, malheureusement, ça peut soit arriver vers une conversion en liquidation judiciaire, soit vers un redressement judiciaire totalement inefficace. Donc c'est justement en intervenant vraiment en amont avec des procédures amiables lors d'entretiens de prévention comme comme le disait Pascal, qu'on arrive à justement se servir de ces outils-là parce que, enfin, il y a rien de pire que si vous voulez, vous pouvez avoir la meilleure boîte à outils. Si vous savez pas vous en servir, vous ferez rien avec. On a la chance d'avoir ça en France, et c'est pour ça que du coup, on a essayé avec le guide de justement vous donner un petit peu les premières clés, les grilles de lecture pour anticiper et justement comprendre et là-dessus, il faut pas hésiter à poser des questions et là-dessus, en toute transparence, nous, par exemple, on fait des procédures collectives et on fait le même travail de pédagogie auprès de d'autres avocats qui ont fait des années de droit, qui ont des années de pratique derrière eux, qui ont eu peut-être un semestre ou deux sur les procédures collectives, mais qui cernent pas encore totalement l'intérêt, les différents procédures, spécificités et règles et qui voilà nous sollicitent pour justement qu'on fasse profiter notre expertise soit aux clients du cabinet de manière plus large. Et enfin voilà, là-dessus, il faut pas du tout se dire que c'est inaccessible, mais effectivement, il faut quand même prendre le temps de comprendre les différents mécanismes, d'être accompagné. Forcément, là, je peux pas le déconseiller pour bien comprendre et surtout bien servir des outils qui existent. Merci beaucoup. On arrive au terme. On a le temps s'il y avait vraiment une question. Mais finalement, si je résume ce qu'on s'est dit, c'est choisir plutôt que subir en fait. Si je devais faire un résumé, les Exactement. rebondisseurs, c'est choisir le rebond plutôt que de subir la procédure, quoi. Exactement. Merci beaucoup, Marwan. Merci à tous. Donc, c'est la saison, donc il est encore temps de souhaiter de bonnes fêtes avec un peu d'anticipation à tout le monde. Si vous avez des gens autour de vous que vous pensez, à qui vous pensez pour que ce webinaire pourrait servir, n'hésitez pas à leur en parler. Il y aura une prochaine session. Je parle sous le contrôle d'Anne et Marwan le 8 janvier, entre midi et 2, je crois, de mémoire. C'est Euh, ça. c'est ça, Marwan, à Midi et 12 heures. deux. Merci Anne pour la précision. Sur ce même format. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et on a voulu ce webinaire en visio qui permet à des gens de se connecter sans activer la caméra, en gardant la confidentialité et juste en s'exprimant par le chat. Parce qu'on sait que c'est des sujets qui parfois
encore difficile d'aborder en collectif et c'est à ça qu'on travaille chez les rebondisseurs. Ça devrait plus l'être, mais c'est aussi notre vocation. Mais on se dit que c'est trop dommage et vous pouvez partager le lien. Le téléchargement du guide, il est 100% gratuit. Il y a juste à rentrer son adresse mail pour le récupérer. Et ce sont des outils, en tout cas, qu'on vous invite à partager et à faire savoir. Un grand merci, Marwan, pour la pédagogie et le dynamisme. J'ai trouvé un chouette moment. J'espère que cette vision est partagée par tout le monde. Euh, Merci à tous. Et puis pour les adhérents, ces webinaires seront disponibles sur l'espace adhérent pour laisser un peu de temps à Anne. Je vais pas dire dans quelques jours parce qu'on est en période de fête, mais je pense en début d'année. Merci à tous. Merci beaucoup Olivier, merci à tous pour vos questions, etc. J'espère y avoir répondu au mieux avec Olivier. Et puis si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas avec Arnaud Pédron, on se fera un plaisir de d'y répondre. Merci à tous et très bonne soirée et bonne fête de fin d'année. Bonne fête.